Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Nous vous présentions mardi le pôle mère-enfant du centre hospitalier Princesse Grace. Aujourd'hui, le couple princier est allé découvrir toutes les nouvelles installations du bloc maternité du CHPG. Reportage à suivre dans ce journal. Nous poursuivrons notre série de reportages consacrés à la visite de travail au Sénégal d'Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Elle a notamment pu échanger avec le ministre sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique et s'est rendue à l'unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires. C'est un lieu iconique de la principauté et l'un des bastions du tourisme monégasque. Le Monte Carlo Beach a rouvert ses portes et son directeur général, René Blino, sera notre invité pour lever le voile sur les nouveautés de la saison 2026. La Monte Carlo Fashion Week se poursuit jusqu'au 18 avril entre conférences, tables rondes et bien sûr défilés. Nous étions dans les coulisses hier soir de celui de la maison Jenny. Du sport également avec la conférence de presse de la Roca Team avant son match vendredi à Gaston Médecin face à Tel Aviv, un match crucial. Le couple princier était au CHPG ce matin pour inaugurer le nouveau bloc maternité. L'espace a été complètement réaménagé pour le confort des familles, comme va nous l'expliquer Bruno Carbone, chef du service maternité dans ce reportage, signé Alban Gingembre et Camille Caloni. Une plaque pour marquer l'inauguration par le couple princier de ce nouveau bloc maternité. C'est dans cet espace pensé pour le bien-être et le confort des couples que les bébés du centre hospitalier Princesse Grace verront désormais le jour. Nous, ce qu'on veut essayer de privilégier, c'est justement ce côté émotionnel et d'arriver à faire en sorte que les gens s'approprient les lieux et se sentent comme chez eux et qu'ils n'aient pas l'impression de rentrer dans un bloc opératoire. Des locaux qui sont agréables, qui sont lumineux si on veut qu'ils soient lumineux, qui peuvent être avec des lumières tamisées si on veut qu'elles soient tamisées, où on peut amener sa musique. Moins de stress pour les parents au moment de l'accouchement et plus de disponibilité pour les soignants dans l'accompagnement des projets de naissance. Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui d'accouchement physiologique, des femmes qui voudraient accoucher sans péridurale ou qui veulent accoucher sans intervention médicale. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner la physiologie quand les choses se passent naturellement et d'essayer de n'intervenir que quand c'est absolument nécessaire. On a une salle de baignoire et on se rend compte que les femmes qui sont dans l'eau chaude, elles arrivent à beaucoup plus supporter les contractions et à quelquefois arriver jusqu'à l'accouchement sans péridurale, parfois arriver jusqu'au moment où elles vont souhaiter une péridurale éventuellement, mais dans des conditions de confort et de bien-être aussi élevées que possible. Ce nouveau bloc maternité est fonctionnel depuis un mois pour le plus grand bonheur des parents et des soignants. Envolons-nous maintenant pour le Sénégal, où la ministre des Relations extérieures et de la coopération poursuit sa visite de travail. Isabelle Béraud-Amadei, accompagnée d'une délégation de la direction de la coopération internationale, a rencontré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy. Ensemble, ils ont pu évoquer les liens étroits qui unissent les deux pays scellés par un accord sectoriel santé signé en décembre 2023. Je vous propose d'écouter Ibrahima Sy, il est au micro d'Émilie Rousseau. La coopération me réjouit parce qu'il y a la qualité. Ce n'est pas le fait d'être un grand pays ou un petit pays qui est le plus important en matière de coopération et de diplomatie. Ce qui est le plus important, c'est la qualité des idées qui sont véhiculées, les échanges, le partage d'expériences et les innovations qui sont apportées. Et on a bien vu que depuis qu'on a signé notre accord de partenariat avec le gouvernement de Monaco, c'est presque 16 projets qui ont été mis en œuvre dans plusieurs domaines. Ça touche aussi bien les maladies transmissibles comme les maladies non transmissibles, surtout par exemple la drépanocytose où actuellement on a un projet avec le gouvernement de Monaco.
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sénégalais mentionnait dans son interview la lutte contre la drépanocytose qui touche environ 120 millions de personnes dans le monde. La principauté est historiquement engagée en Afrique pour une meilleure prise en charge de cette maladie génétique héréditaire et notamment au Sénégal où elle a contribué à la création de l'unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires il y a bientôt 10 ans. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. La drépanocytose demeure l'une des maladies génétiques les plus répandues. Très peu connue en Europe, elle touche l'Afrique et notamment le Sénégal où 10% de la population est porteur du gène. Chaque année, environ 2000 enfants naissent avec la drépanocytose et les symptômes peuvent être sévères. Le principal symptôme, c'est la douleur. Ensuite, il y a l'anémie et il y a les susceptibilités aux infections. Donc les enfants ou les personnes qui ont la drépanocytose font de la douleur, de l'anémie, beaucoup d'infections entre autres. En 2017, Monaco participe à la création de l'unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires. Située à Dakar, au sein du centre hospitalier Albert Royer, l'USAD est aujourd'hui un centre de référence dans la prise en charge de cette maladie. Cette unité est vraiment une sorte d'innovation, je veux dire, dans la prise en charge de la drépanocytose chez l'enfant. Parce qu'elle nous a permis d'accueillir les enfants dans la consultation de suivi, dans les urgences, de leur accorder l'hospitalisation de jour et de leur faire des analyses de sang et l'échographie Doppler, en plus des formations. Avec cette unité, nous avons formé à peu près 80 personnes à la drépanocytose pour le côté médical et 64 paramédicaux. Ici, 5000 enfants sont pris en charge chaque année. Un accent est également mis sur la prévention et le dépistage pour améliorer le diagnostic et accompagner au mieux les patients. Un projet qui a fait ses preuves à Saint-Louis, au nord-ouest du Sénégal, et qui est désormais étendu à Dakar. Durant ce projet, sur les 3 ans, on a prévu d'augmenter tout ce qui est sensibilisation communautaire, former les populations, les orienter et tout pour qu'ils sachent ce qu'est la drépanocytose et puissent avoir un recours précoce au niveau des soins, parce que d'habitude les gens, c'est des maladies qu'ils considèrent comme des maladies sociales, il y a quelque chose comme des djinns et autres. Et la plupart du temps, ils laissent les enfants à la maison. L'autre point important, c'est le dépistage néonatal. Parce qu'on le sait, comme on a dit, c'est des enfants qui naissent avec ça. Donc si on arrive à vraiment instaurer le dépistage néonatal au niveau national, c'est quelque chose de bien. Depuis 2007, la direction de la coopération internationale a alloué près de 7 millions d'euros pour lutter contre la drépanocytose au Sénégal, mais aussi dans 5 autres pays d'Afrique, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et Madagascar. Le Monte Carlo Beach rouvre ses portes pour la saison 2026 avec un vent de renouveau et l'arrivée d'une signature culinaire de renom, le chef Simone Zanoni. Il prend les rênes des cuisines du restaurant La Vigie, une arrivée qui promet de sublimer l'expérience gastronomique dans ce cadre emblématique de la Riviera, dont le directeur général est notre invité ce soir. Bonsoir René Blino. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Le Monte Carlo Beach a rouvert ses portes. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle saison ? De façon extrêmement positive. On sort juste du tournoi qui a mis en avant Monte Carlo Beach en tant que village des joueurs. Mais notre métier principal, c'est évidemment d'être un club social balnéaire et sportif qui ouvre donc ses portes pour la 97e saison. 97e saison et pourtant, qu'est-ce qui rend cette réouverture 2026 différente des précédentes ? Car il y a toujours des nouveautés. Alors, il y a toujours des nouveautés. Évidemment, notre enjeu, c'est aussi de capitaliser sur les réussites de l'année précédente. Mais cette année, nous avons des vraies nouveautés. Une nouveauté en restauration. Notre président Valérie a souhaité intégrer une restauration italienne dans l'offre Société des Bains de Mer. Et donc nous aurons la joie d'accueillir Simone Zanoni, le chef extrêmement connu, présent sur les réseaux et avec une qualité de nourriture qu'on connaît, donc à La Vigie dès cette année à partir du mi-juin. Et quels sont les grands marqueurs que vous avez imaginés pour rythmer la saison jusqu'au mois d'octobre ? On sait que les concepts festifs, notamment comme celui du Mahona, ont leurs adeptes.
C'est une vraie réussite, cette cuisine grecque de partage avec une animation 2 jours, ce qui est exceptionnel à Monaco. On va capitaliser sur cette réussite. Je pense qu'on reste dans la dimension club social, balnéaire et sportif. On a parlé l'année dernière beaucoup des terrains de paddle. Et cette année, on va plus loin. On a un partenariat local, le groupe Second, pour mettre en avant nos paddles avec notamment une marque connue, que je ne sais pas si je peux citer, mais de voitures, pour dynamiser cet espace paddle et créer des rencontres, parce que notre métier, c'est aussi créer du lien entre nos membres, entre nos clients. Et donc l'activité sportive est au cœur du Monte Carlo Beach. Oui, c'est un savant mélange de plusieurs ingrédients, cette réussite. Vous avez parlé de Simone Zanoni, n'oublions pas l'Elsa, Marcel Ravin. La gastronomie semble jouer tout de même un rôle central cette année. C'est un pilier de votre stratégie pour 2026 ? C'est essentiel, c'est à la fois en volume d'activité, c'est très important, mais depuis 3 ans, on s'ancre véritablement sur un projet restauration, d'avoir une vraie différenciation dans nos restaurants. Donc il y a 3 ans, on faisait venir Marcel Ravin, on a obtenu une étoile Michelin. On continue sur la lancée en renforçant encore ce positionnement gastronomique. L'année dernière, on a travaillé sur notre dimension festive avec Maona 2 jours restauration grecque. Et puis l'arrivée de Simone Zanoni, écoutez, c'est un grand chef, une cuisine nouvelle pour le groupe, puisque ce sera notre premier restaurant italien. Et puis finalement, avec aussi notre restauration plus classique, mais qui font aussi notre renommée, la brasserie Deck au bord de piscine, et puis la restauration autour des cabanas. Les cabanas, c'est 180 cabanas, c'est 350-400 couverts par jour. On a une véritable dynamique restauration Monte Carlo Beach. Donc si l'on résume bien, gastronomie, musique, aspect festif, activité sportive, c'est la recette qui marche aujourd'hui pour satisfaire à la fois une clientèle d'habitués et une nouvelle clientèle. Bien sûr, une clientèle internationale et une clientèle intergénérationnelle. Donc notre mission, c'est de satisfaire tout le monde et d'incarner la joie de vivre au quotidien. Vous nous avez confié que la semaine dernière, effectivement, a été animée par les joueurs de tennis et leur présence, puisque vous étiez en quelque sorte leur village, leur point de repère. On a vu passer des photos sublimes avec des grands noms du tennis sur les réseaux sociaux. C'est sur ce terrain-là, aujourd'hui, que l'on gagne, que l'on conquiert des marchés, de la clientèle. Et le beach, alors c'est un écrin fabuleux qui s'y prête vraiment bien pour être, par exemple, comme on a coutume de dire aussi, très instagrammable, par exemple. Mais on vit avec notre temps, c'est une dynamique collective, les planètes s'alignent. On a une dynamique monégasque, on a une dynamique SBM, et puis évidemment, on a un territoire de jeu fabuleux au Monte Carlo Beach. Et allez, en conclusion, alors si vous deviez donner 3 bonnes raisons de venir au Monte Carlo Beach, lesquelles seraient-elles ? C'est un lieu de vie, avec une équipe de pratiquement 500 personnes pour vous accueillir et cultiver cette joie de vivre au quotidien. Et puis, je pense que c'est un lieu de rencontre, un lieu où on cultive l'émotion à travers finalement la capacité qu'on a à satisfaire l'ensemble des générations. Et je pourrais ajouter, c'est un lieu iconique. Merci René Blino. Beaucoup de découvertes donc à explorer encore cet été du côté du Monte Carlo Beach. Merci. Merci à vous. La Monte Carlo Fashion Week se poursuit tout au long de la semaine en principauté. Depuis 12 éditions, le nombre de designers ne fait que grandir. Plusieurs événements rythment cette semaine, conférences, tables rondes, mais surtout les défilés. Alexandra Pani et Arnaud Imbert ont assisté à l'un d'entre eux mercredi soir au Yacht Club. Focus sur la marque Jenny. Des matières nobles, un style romantique et une toile de fond idyllique, la marque italienne Jenny présentait sa collection Face à la mer au Yacht Club de Monaco. Sa directrice artistique depuis 2013 propose des créations résolument féminines et contemporaines. I love the femininity, the elegance. I love high quality fabric, and I want really to see all the women always beautiful. So in every collection I want to do this research, try to make the best clothes ever.
In particular, in this collection, my research is starting from the orchids, the flower, and how this flower become a dress. La marque Jenny a une véritable histoire et compte parmi ses directeurs artistiques des noms célèbres. Après l'ouverture de sa boutique à Beverly Hills en 2023, c'est aujourd'hui à Monaco que la marque a choisi de s'installer. I'm really happy to be here opening my first boutique. Monte Carlo for me is an amazing city because there's history, there's culture, there is glamour, and it's all about Jenny because also Jenny is an historical brand because it was founded in 1962. The first designer was Gianni Versace, so it's really a brand with a long story. And for me, be here means meet the women that love all of this, love the glamour, love to be beautiful, love this history. And I'm really, really excited. 36 looks composaient ce défilé pour la collection Printemps-été 2026, mais également des pièces inédites dévoilées en avant-première à Monaco de la collection Automne-hiver. La Roca Team reçoit Tel Aviv demain pour la dernière journée d'Euroleague avant les play-in et les play-offs. Les Monégasques ont sécurisé le top 10 la semaine dernière face à Barcelone, mais ils devront impérativement en gagner demain pour viser le top 8. Le coach Manouchar Markochvili et l'ailier fort Juan Bégarin sont revenus au micro de Gaëtan Lebrun sur les enjeux de cette ultime rencontre. Et ils garderont un œil sur les autres matchs de la soirée qui auront aussi une influence sur le classement. Nous les écoutons. For sure, we're gonna watch the games. We're gonna see what's going on. But like my motto mentality is always control what you can control and what you can influence. So what we can influence is play hard, and we can, based on our results, achieve our results. So. Our goals. So no matter what happens, we still have to perform and we still have to play good basketball. On est préparé, forcément, on est des compétiteurs, on est des basketteurs de haut niveau, donc nous on est prêts pour ce genre de stress. À vrai dire, c'est même pas du stress, on va dire c'est plutôt de l'excitation, on a hâte de jouer ce match pour avoir la décision finale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on sait qu'on aura tout donné et qu'on va rien regretter à la fin. Monaco-Tel Aviv, match décisif en Euroleague, c'est ce vendredi à 19h30 à la salle Gaston Médecin. Sur la plage du Larvoto, ce sont des opérations traditionnelles d'avant-saison qui ont débuté. Le reprofilage est en cours afin de garantir des conditions d'accueil et de sécurité maximales. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et Arnaud Humbert. La plage du Larvoto se refait faire une beauté. On peut dire que c'est son lifting annuel. Des engins motorisés sont présents sur la plage depuis ce mardi sous la tutelle de la Direction des Affaires Maritimes. Nous préparons la saison estivale et nous essayons de redonner à la plage l'allure qu'elle avait à la fin de l'été et pour essayer d'effacer les différentes coups de mer. Ça veut dire faire un nivellement du plage, ramener le sable sur toute la surface de la plage, alors prendre le sable qui est reparti dans l'eau pour qu'on puisse retrouver une plage qui soit disponible et que l'on puisse utiliser dans ses aspects les plus divers ludiques. Durant 3 semaines, les travaux se dérouleront de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30 afin de préserver l'activité des restaurants. La plage demeurera accessible par parcelle en fonction de l'avancement du chantier. Pour protéger de tous ces travaux et de la suspension des sédiments, parce qu'on va chercher avec ces tracteurs, ces bulldozers du sable dans l'eau, on a fait installer des filets anti-turbidité, c'est la société Trasomar qui s'occupe de ça, de façon à ce qu'on puisse retenir ces suspensions et que ça ne vienne pas abîmer la biodiversité marine ou les posidonies de façon particulière. Et c'est aussi pour ça que la baignade est interdite pendant ces 3 semaines. Des travaux côté plage, mais du changement également côté maritime avec ces rochers entreposés pour éviter les coups de mer. Ce seront au final 4 îlots de 10 mètres de large par 20 mètres de long chacun. Le premier objectif de ces îlots, ça va être de réduire la force des vagues qui s'appliquent sur la plage pour éviter les phénomènes de submersion. Donc c'est pour ça qu'on a mis des enrochements plus robustes et plus gros que ceux qu'il y avait avant pour faire face aux épisodes de tempêtes exceptionnelles. Donc la durée de vie des ouvrages est de 100 ans, contre 30 ans pour les ouvrages qui étaient existants avant, donc c'est plus durable. Et ensuite, l'autre objectif va être aussi de diminuer le phénomène d'érosion
qui est naturel, qui a lieu sur toutes les plages, mais qui faisait qu'aujourd'hui, chaque année, on était obligé de revenir reprofiler la plage pour lui redonner un aspect uniforme et préserver l'espace balnéaire. Là, du fait des travaux, ça permettra de réduire la fréquence de ces interventions de reprofilage. La plage devrait être prête pour le 24 avril et la réalisation des îlots de roche dans le courant du mois de mai. Avis aux jeunes musiciens, la scène ouverte au Fort Antoine revient le 10 juillet prochain. Organisée par la Direction des Affaires culturelles de Monaco, la 4e édition des Talents du Fort reste dédiée aux jeunes artistes de la Principauté. Cela va leur permettre de se produire dans des conditions professionnelles devant un large public et, cerise sur le gâteau, l'un de ces talents sera sélectionné pour représenter Monaco à l'exposition universelle 2027 qui se tiendra à Belgrade en Serbie. Les musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens, circassiens ou encore DJ souhaitant participer à cet événement sont invités à transmettre leur candidature au plus tard le 17 mai 2026 sur le site culture.mc. Ainsi se referme ce journal. Demain à 19h, vous retrouverez Sarah Inkari. Nous nous quittons sur les photos de fin d'édition de Stéphane Dana qui s'est glissé dans les coulisses de la Monte Carlo Fashion Week entre conférences et défilés. Dans un court instant, la météo. Très belle soirée à vous, à très bientôt sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, c'est encore une agréable journée printanière qui nous attend demain. Du soleil le matin, un peu plus de nuages l'après-midi, mais rien de bien méchant. Pour ce qui est des températures, elles seront sensiblement plus chaudes qu'aujourd'hui, à savoir 16 degrés dans la matinée et 21 au meilleur de la journée. Côté calendrier, nous fêterons les Anicées. Ce prénom d'origine grecque signifie invincible. Voilà pour l'anecdote, passez une agréable soirée sur Monaco Info.